Écoutez, merci à chacun et chacune d'être là avec nous ce soir pour cette nouvelle thématique qui va nous permettre d'aborder les 38 fleurs de Bach, parce qu'on a choisi des thématiques qui vous parlent, qui nous parlent, et qui nous permettent d'aborder les 38 fleurs, parce qu'on a toujours 38 fleurs, quelle que soit la thématique. Donc, merci à vous tous d'être là avec nous ce soir pour ce nouveau vol vers nos émotions. J'ai choisi cette thématique du voyage qui m'est chère parce que les fleurs de Bach, c'est un grand voyage qu'on fait pour nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure. Le monde des émotions, c'est toujours en mouvement et des fois c'est confortable, des fois c'est pas confortable et c'est pour ça que les fleurs nous font du bien. Donc, merci de nous suivre dans ces différents vols. Et je vais juste rappeler une petite chose légale très importante, que les fleurs de Bach, ce ne sont pas des médicaments et que quand on a un problème de santé, on consulte son médecin, que quoi qu'il arrive, on n'arrête pas son traitement. Voilà, ça, c'est dit. Et pour revenir sur l'idée du voyage, je pense souvent à ce que dit le docteur Bach, qu'il faut être le capitaine de notre propre navire. Et cette phrase, elle a toujours résonné très fort en moi. Je trouve que c'est la plus belle invitation qui soit. C'est d'être le pilote de notre avion, le capitaine de notre navire, de garder notre cap vers ce qu'on est vraiment, d'être pleinement nous-mêmes. Et c'est l'invitation des fleurs. Donc, je trouve que c'est le plus beau des voyages. Et de se voir sur un bateau comme ça en mouvement et traverser tout ce qu'on a traversé avec les fleurs, ben, c'est le plus beau des voyages. Donc aujourd'hui, ce soir, j'accueille nos deux copilotes, Sarah et Jean-Baptiste, qui vont se présenter et à qui je vais donner le gouvernail. Et je vais demander à chacun et chacune de vérifier que votre micro soit coupé pour éviter les interférences et les petits bruits divers et variés. Merci de vérifier que vous ayez le petit micro rouge barré. Voilà, super, merci. C'est pas ça. Vous avez une petite icône en bas, voilà, une petite icône en bas à gauche de votre écran. Il y a marqué audio et vidéo. Ok. Sarah, et Jean-Baptiste, hello, welcome on board. Sarah qui va commencer. Eh bien, je démarre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'avoue que c'est un petit peu fou de se dire que vous êtes aussi nombreux derrière votre écran à nous écouter et à faire ce voyage avec nous. Donc, merci d'être là. Virginie, merci de fédérer autour des fleurs et de fédérer autour de tous ces sujets que tu vas exploiter dans tes webinaires. Et ce soir, autour du TDAH, c'est trop chouette de pouvoir mettre en lumière tout ça. Moi, je suis ravie donc de copiloter avec toi, avec mon ami Jean-Baptiste. Alors, rapidement, quelques mots de moi. Je suis une passionnée de l'être humain, une passionnée de notre monde émotionnel intérieur, et puis une hypersensible, une atypique. Voilà un point commun que j'ai avec Jean-Baptiste. Je suis aussi maman de 2 enfants au profil particulier. Et professionnellement, je suis conseillère en aromathérapie, conseillère et formatrice agréée en fleurs de Bach, spécialisée dans l'accompagnement des enfants, des familles, des neuroatypies aussi. Je me sens très investie auprès des enfants. Je propose des ateliers aussi pour eux, avec eux, des outils pédagogiques aussi autour des émotions. Et vraiment, j'ai à cœur de contribuer à montrer toutes ces différences comme pourvoyeuses de richesse et pas comme des défauts à corriger. Donc, c'est un petit peu de tout ça dont on va parler autour du TDAH ce soir et avec les fleurs, bien sûr. Voilà. Jean-Baptiste, je te laisse la parole. Merci. Bon, je vais en remettre une couche parce que c'est important. Donc, merci à tous et toutes d'être présents ce soir autour de ce sujet, moi, qui me touche et qui me tient vraiment à cœur. Merci Virginie pour avoir organisé tout ça dans les règles de l'art. Donc, rapidement, je suis Jean-Baptiste. Moi, j'ai un parcours plutôt atypique, comme mon profil, puisque je suis TDAH, diagnostiqué plutôt tardivement. Donc, mon premier métier, ça a été la danse. J'ai dansé pendant 15 ans. J'ai été directeur artistique d'une compagnie. J'ai terminé ma carrière à l'Opéra national de Lyon en 2014. Mais j'ai toujours été passionné par l'être humain, la mécanique du corps et les émotions. Donc, j'ai pensé ma reconversion très tôt. Je me suis formé d'abord
à la kinésiologie et à l'ostéopathie. Et c'est par le biais de la kinésiologie, en fait, que j'ai rencontré les fleurs. Donc aujourd'hui, j'enseigne les 3 niveaux de la formation qui est agréée par le Centre Bac. Je conseille les fleurs en cabinet libéral. Je me suis intéressé aussi à d'autres élixirs que je pratique et que j'enseigne, notamment les essences australiennes, les essences contemporaines et d'autres élixirs. J'ai créé avec Sarah une formation sur le TDAH en lien avec les fleurs, mais pas qu'avec les fleurs, avec d'autres outils. Et puis, depuis une année maintenant, je partage ma vie entre la France et le Brésil. Et je mets en place là-bas, je travaille sur la création d'une maison des neuroatypiques. Donc là, j'arrive d'un séjour de 2 mois où j'ai pu accompagner des enfants en difficulté TDAH. Il y en a beaucoup au Brésil, et le Brésil est le pays number one en tant que consommation de ritaline. Et donc du coup, j'essaye d'apporter ma contribution pour aider ces enfants à grandir et à évoluer en les sensibilisant à l'utilisation de techniques naturelles. Voilà. Alors bon, il y aurait tellement à dire, mais du coup, ça nous a semblé important avec Sarah, en fait, de vous donner quand même des informations sur ce qu'est vraiment le TDAH, en fait, dans sa dimension médicale. Ce n'est pas une pathologie, c'est un trouble qui ne se guérit pas. Et avant ça, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur la définition de l'acronyme TDAH. TDAH ne veut pas dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce que là, ça voudrait dire que le déficit est au niveau du trouble, et c'est pas vrai. Donc, la définition et la traduction de l'acronyme, c'est trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça va? Je vous dis ça parce que dans certains articles, vous risquez de le voir traduit, de voir traduit l'acronyme comme ça. Trouble du déficit. Non, c'est trouble déficit de l'attention. C'est l'attention qui est en déficit, c'est pas le trouble. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un trouble contemporain, moderne, nouveau, ce n'est pas tout ça. Puisque si on voyage un peu dans l'histoire, les premiers écrits remontent à la Renaissance, au Moyen-Âge et à l'Antiquité. Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance. Déjà, à cette époque-là, en fait, on évoque des comportements impulsifs ou distraits. De façon générale, en fait, quand on porte un TDAH, on va rencontrer différentes difficultés. La première, elles vont se situer au niveau de la concentration. Donc, je vais avoir du mal à me concentrer. Je vais avoir du mal à moduler ou à réguler mes émotions, mes impulsions. Et du coup, c'est là où les fleurs, elles peuvent être vraiment intéressantes. Pour la concentration aussi. Et la difficulté que je vais rencontrer aussi quand je porte un TDAH, c'est que je vais avoir de la difficulté pour maintenir un niveau d'activité constant et persistant en adéquation avec les exigences de mon environnement. Est-ce que ça va? Est-ce que le son, c'est mieux ou pas? Virginie, on t'entend pas. On t'entend pas, Virginie. T'as pas remis ton micro. Oui, c'est bien si tu parles un peu plus fort, a priori, disent les gens. Mais c'est mieux. Ok. Bon, je vais crier alors. Alors, ensuite, pour poser un diagnostic, il va falloir vérifier certaines choses. Déjà, le diagnostic doit être posé, même s'il y a des diagnostics de plus en plus tardifs. Moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 45 ans, par exemple, et j'en ai bientôt 49. En général, en fait, diagnostic,
est posée entre 6 et 12 ans. Aujourd'hui, ça représente 4% des enfants, 3% des adultes qui ont un TDAH avéré. Pour poser le diagnostic et pour qu'un TDAH soit avéré, on va explorer 3 dimensions cliniques. L'attention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Et il faut, dans ces 3 dimensions, qu'il y ait au moins 6 symptômes chez l'enfant dans au moins une des 3 dimensions. Et il faut que ces symptômes soient chroniques et persistants pendant au moins 6 mois. Aussi, l'ensemble de ces symptômes doivent altérer au moins 2 domaines de la vie. Donc, ça peut être la vie familiale, ça peut être l'école, ça peut être les relations, ça peut être le travail chez l'adulte. Voilà. Donc ça, c'est le cadre. Et donc, du coup, il va falloir vérifier tout ça avant de pouvoir avérer un TDAH. Ça va? Est-ce que je parle assez fort là? Oui. Globalement, c'est bien, oui. Ok. Alors, donc là, vous voyez par rapport aux 3 dimensions cliniques que j'ai évoquées, donc l'attention, l'impulsivité, l'hyperactivité, on peut imaginer que dans ces 3 dimensions, il y a des émotions. Mais j'aimerais bien vous parler assez rapidement et de façon plutôt vulgaire de la neurochimie du TDAH. Parce que le TDAH, c'est pas juste un enfant qui est agité ou qui n'arrive pas à se concentrer. C'est aussi un enfant qui montre un dysfonctionnement au niveau des circuits dopaminergiques. Les circuits dopaminergiques, c'est les circuits qui utilisent la dopamine. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va rentrer qui est en lien avec le plaisir, la motivation et la récompense, et surtout la récompense immédiate. Donc, il y a un problème au niveau du circuit de la récompense immédiate. Sarah, pendant les formations, Sarah donne une image que j'aime beaucoup. Voilà, imaginez que vous prenez un bain dans une baignoire, mais votre baignoire est percée. L'eau avec laquelle vous essayez de remplir la baignoire, c'est la dopamine. Forcément, c'est compliqué. Donc, pour résumer, en fait, quand on porte un TDAH, on ne recapture pas la dopamine. Et aujourd'hui, on sait que le rôle essentiel de la dopamine rentre dans notre capacité à nous engager dans l'action, à ressentir du plaisir ou encore à nous concentrer et à rester motivé au point où on pourra mener une action ou une tâche jusqu'au bout. Donc, du coup, quand je porte un TDAH, je vais avoir du mal à me mettre en action, je vais avoir du mal à démarrer. Donc, la procrastination, on est les champions du monde de la procrastination. Donc, on pourrait penser, par exemple, à cet endroit-là, à Hornbill, la fleur du démarrage, qui va nous aider à démarrer, qui va nous permettre de contacter de l'entrain, de la motivation pour y aller, parce qu'on pense qu'on ne va pas démarrer. Ressentir du plaisir, oui. Donc, du coup, on va rechercher des situations, on va se mettre dans des situations qui vont nous permettre de ressentir du plaisir. Et ces situations-là, des fois, elles peuvent être dangereuses. On observe chez les ados TDAH quand même beaucoup de conduite à risque. Et puis, la concentration et pour rester motivé. Voilà. Donc, globalement, un cerveau TDAH, en fait, il peine à maintenir un niveau stable de dopamine dans les circuits de l'attention, de la motivation et de l'impulsivité.
Donc, tous ces domaines-là, en fait, vont être impactés. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ça a l'air d'être clair. Donc, juste avant de passer la main à Sarah, là, on va vous parler des trois types de TDAH. Mais avant, donc, du coup, moi, ce que j'observe, donc moi, j'ai toujours fonctionné, je vais parler un peu de moi, mais juste pour vous donner des infos. Donc, moi, j'ai fonctionné jusqu'à ce que je sois diagnostiqué, en fait, sans Ritaline. Ce qui m'a sauvé la vie, moi, c'est les fleurs de bac. Bon, la cocaïne aussi. J'ai consommé beaucoup, beaucoup de cocaïne. Mais les fleurs de bac, elles m'ont vraiment permis de moduler mes émotions, de les réguler. Et j'ai réussi, grâce à ça, sans Ritaline, à faire tout ce que j'ai fait et à devenir qui je suis. En tout cas, j'ai appris avec les fleurs à apprivoiser mon trouble et à en faire une force plutôt que quelque chose plutôt qu'un obstacle en fait. Cependant, par rapport à la dopamine et à la recapture de la dopamine, les fleurs, elles impactent pas à cet endroit-là. Enfin, en tout cas, les bacs, elles y vont pas. Mais c'est les fleurs de bac en général sont des alliés précieuses pour l'accompagnement du TDAH, même si l'enfant ou l'adulte prend de la Ritaline. Et mon positionnement par rapport à ça, il y a des choses à faire sans la Ritaline. On pourra en parler si vous avez des questions, on pourra en parler après. Mais à un moment donné, et moi c'est ce que j'ai vécu, à un moment donné, en fait, les fleurs n'étaient pas suffisantes. J'étais vraiment dans une impasse et il a fallu le recours, quoi, ou l'outil qu'on me proposait, et c'était la Ritaline que j'ai accepté. Et vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment sauvé la vie, quoi. À un endroit. Voilà. Donc tout ça pour dire clairement que même si je suis pas du genre à faire la promotion de la médecine et de la chimie, quoi, je suis le premier à prendre quand j'ai des problèmes, à me tourner vers des techniques naturelles. Voilà, quand il faut, il faut. Voilà. Bon, après, chez l'enfant, et les réserves, c'est vis-à-vis du médicament qui est considéré comme un stupéfiant et on peut se poser des questions par rapport à la neuroplasticité du cerveau et tout ça. Bon, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on pourra aborder si vous avez des questions, mais voilà. J'ai fini. Alors, je vais prendre la suite. Moi, je voulais juste réinsister sur ce que n'est pas le TDAH, en fait, parce que on entend beaucoup de choses, les étiquettes, elles sont vite posées. Mais, et puis, en tant que parent aussi, peut-être que parmi nous, il y a des parents d'enfants qui ont ce trouble-là, et on entend beaucoup de choses. Donc, d'abord, c'est pas un effet de mode, le TDAH. C'est quelque chose, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. Dans l'Antiquité, déjà, on a retrouvé des traces de comportements qui s'apparentent à ça. C'est pas non plus un problème d'éducation. Cette petite musique que l'on entend peut-être un peu trop régulièrement en tant que parent, non, c'est pas un problème d'éducation. Et ce genre de réflexion peut être vraiment stigmatisant pour nos parents et puis pour l'enfant aussi. Et puis c'est pas un trouble neurologique. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se développer après qu'on se soit cogné la tête. Hein. C'est quelque chose, on est avec ça. C'est un trouble vraiment du neurodéveloppement. Hein. Donc, c'est pas quelque chose que l'on va développer suite à un choc, par exemple. Et c'est pas non plus la maladie des écrans ou la maladie du sucre. Alors, on s'entend bien, tous ces éléments-là, les écrans, le sucre, on le sait, c'est quelque chose qui va aggraver les problèmes d'attention, ça dérégule le circuit de la récompense, donc ça va aggraver, entre guillemets, les symptômes que l'on connaît du TDAH, mais ce ne sont pas les déclencheurs. Et ensuite, alors là, il y a plusieurs études qui peuvent se contredire, mais vraisemblablement, il n'y a pas de prévalence majorée. A priori, la prévalence montre que
c'est stable. Si on regarde les études épidémiologiques, en tout cas les plus récentes, elles s'accordent quand même à dire qu'il n'y a pas de réelle augmentation. Par contre, vraiment du trouble TDAH. Par contre, il y a de plus en plus de diagnostics, c'est vrai, et de plus en plus de médicamentation. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que on s'ouvre aussi peut-être davantage à cette psychologie, parce qu'on en parle plus, parce qu'on a plus d'outils aujourd'hui pour pouvoir dépister ce trouble-là. Ça, c'est une réalité, par contre. Et certains chercheurs, certains psychologues aussi s'accordent à dire qu'il faut faire attention au surdiagnostic et donc à ces personnes qui sont dites TDAH et qui n'ont pas, en fait, de troubles. Aujourd'hui, les enfants, pour paraphraser ce que dit Isabelle Filiosa, oui, les enfants d'aujourd'hui sont différents des enfants d'hier. Il y a une surstimulation de notre environnement. Il y a, oui, une place importante aux écrans, à l'immédiateté. Et ça fait aussi que on a peut-être des enfants qui vont avoir des comportements un peu différents dans un système aussi d'éducation nationale qui ne bouge pas beaucoup, où on doit rester 6 heures dans une classe et où peut-être les besoins des enfants ne sont pas tout à fait respectés si on compare à d'autres pays, les pays du Nord, par exemple. Le dépistage se fait par qui? Je vois la question. Le dépistage se fait par des psychologues, des psychiatres, des neuropsychologues, selon tous les critères qu'on a vus tout à l'heure, avec l'idée qu'il faut que les symptômes soient persistants dans au moins 2 sphères de vie pendant au moins 6 mois, etc., etc. Donc la prévalence aujourd'hui, en particulier chez les enfants, c'est 4% des enfants scolarisés. Donc finalement, c'est pas tant que ça. Mais par contre, ces enfants, souvent, on les remarque beaucoup. Ce que j'avais aussi envie de vous dire avant de parler des fleurs, c'est que ça a du sens, tellement de sens, de parler de la régulation émotionnelle. Parce que, bien sûr que nos émotions sont la source de plein d'autres mots, ça on le sait, mais pour avoir participé à beaucoup de groupes de parole donnés à des parents qui ont des enfants, notamment, qui ont un TDAH, on voit combien cette sphère-là, moi je suis toujours autant stupéfaite d'entendre et de constater que cette sphère émotionnelle, elle est finalement pas vraiment prise en considération, à la fois pour l'enfant et aussi pour les accompagnants. Donc, en cela, déjà, ça a du sens qu'on s'y intéresse. Ensuite, on sait aussi que dans les fonctions cognitives qui sont impactées par le TDAH, donc ça, c'est les imageries cérébrales qui le montrent, hein, il y a toutes les fonctions exécutives dites chaudes, dont la régulation émotionnelle fait partie. Donc, ça a aussi du sens de s'y intéresser. Et la troisième raison, c'est que le professeur Barclay, notamment, qui, vous savez, propose une méthode de guidance parentale, il nous dit que la régulation émotionnelle chez un enfant qui est porteur de TDAH est retardée de 3 ans. Donc, schématiquement, on sait que les enfants jusqu'à 6-7 ans ont une immaturité cérébrale, hein, une incomplétude de leurs réseaux neuronaux qui fait qu'ils sont incapables de rentrer dans une régulation émotionnelle. Et donc, à partir de 6-7 ans, ça commence à l'être. Sauf qu'un enfant qui serait porteur de TDAH, eh bien, il aurait le comportement émotionnellement parlant d'un enfant plutôt de 4 ans. Donc là où on attendrait une certaine analyse de la situation, si par exemple on refuse de lui acheter, je ne sais pas, une voiture au supermarché, eh bien chez cet enfant-là, peut-être qu'il y aura des crises de colère parce qu'il sera dans une incapacité à réguler ses émotions. Donc pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, c'est très riche de pouvoir proposer les fleurs de Bach en complément, bien sûr, d'autres approches, mais vraiment, elles peuvent être un allié hyper important. Dernière chose, après, on passe aux fleurs. JB et moi, on tient vraiment à dire qu'on n'est pas là pour donner des recettes toutes faites. On est absolument contre ce principe. On reste fidèle à la méthode de Bach, qui est une méthode vraiment personnalisée. On considère la personne dans sa globalité. Donc, on va vous donner des pistes. Ce ne sont que des pistes. Le meilleur moyen de choisir les bonnes fleurs, c'est de se poser la question de comment ça se manifeste chez moi, ou chez mon enfant, ou chez mon proche qui a un TDAH. C'est comme ça que vous allez trouver les meilleures fleurs qui correspondent le mieux à la personne en question. L'approche parentale, c'est entre autres la guidance parentale, c'est la guidance par le professeur Barclay.
Oui, je vois en tant que naturopathe l'importance d'apporter des conseils en hygiène de vie. Tout à fait. Là, on ne pourra absolument pas tout aborder, hein, mais c'est tout ce qu'on aborde dans notre formation. Oui, bien sûr, l'hygiène de vie, les activités sportives, etc., ça fait partie intégrante, je suis complètement d'accord, de cet accompagnement. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, l'idée, c'est avec JB, tu vas pouvoir prendre la main, du coup, c'est de vous parler des 3 types de TDAH et de vous proposer certaines fleurs qui peuvent être en lien avec les difficultés. JB, je te laisse commencer. Ouais. Juste, je voudrais rajouter quelque chose. Donc, je suis complètement d'accord avec le message en lien avec l'importance d'apporter des conseils en hygiène de vie, notamment l'alimentation. Mais attention à ne pas changer trop vite ou à ne pas apporter trop de nouveautés, trop d'un coup dans la vie quotidienne d'un enfant de TDAH. C'est le résultat, c'est l'échec assuré. Voilà. Juste ça. T'es d'accord avec moi, Sarah? Je suis complètement d'accord et on pourra justement parler d'une fleur tout à l'heure pour aider dans toutes ces adaptations qu'on va demander notamment à ces enfants. Complètement d'accord. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Donc, il y a 3 types de TDAH et moi, donc, je vais vous parler du type inattentif. Alors, bah, comme son nom l'indique, les difficultés qu'on va rencontrer dans un type inattentif prédominant, hein. Bah, toutes les difficultés, en fait, vont être liées à l'attention et à la concentration. Euh, donc, attention et concentration sur des détails pendant des tâches longues, par exemple. Difficultés attentionnelles pour suivre des consignes ou des instructions. Donc, ça va être un enfant ou un adulte qui va s'éparpiller, qui va se disperser, qui va avoir de la difficulté pour se rappeler, se souvenir. Donc, il y a beaucoup d'oubli. Et l'autre difficulté, c'est l'organisation, la planification et l'anticipation, qui sont, en tout cas, moi, adulte, TDAH adulte, c'est des domaines qui sont hyper anxiogènes. Donc, si on part, donc comme l'a très bien dit, Sarah tout à l'heure, en fait, bon, le trouble il est complexe. 2 TDAH vécus par 2 personnes ne sera pas le même et donc du coup on ne va pas orienter la personne vers les mêmes fleurs. Mais là, ben, si on s'attache au mot attention et concentration, ben, on peut penser déjà à une première fleur qui serait clématis, la fleur de la reconnexion, de la connexion, de l'ancrage, qui correspond à des profils de personnes qui sont plutôt qui paraissent ailleurs, la tête dans les nuages. Et ça, c'est des profils clématis, ça signe vraiment un profil TDAH dans le sens où il y a beaucoup d'enfants TDAH qui ont un profil clématis très marqué. Pourquoi? Parce que ben, ces enfants-là, ils ont mille idées, ils ont un imaginaire qui est prolifique. Très souvent, il peut y avoir de l'appétence pour des activités artistiques, le dessin ou voilà quoi, les univers, les mondes imaginaires. Voilà. Et donc, du coup, bah, Clématis, à cet endroit-là, elle peut vraiment venir ramener, elle peut vraiment aider à l'enfant à incarner ses idées pour que ces idées ne restent plus à l'état de concept. Donc, on est sur une fleur d'ancrage. Voilà, quand on a un type inattentif, on peut se décourager facilement dans l'exécution d'une tâche. Donc là, eh ben, on pourrait penser à Gentiane. Gentiane qui, face à un petit obstacle, va baisser les bras, caler, mais après un laps de temps, va redémarrer. Donc Gentiane, Gentiane, cet initié, il va nous enseigner la persévérance et la constance, donc ça peut aider. White Chestnut pourrait aider aussi, le marronnier blanc. Si on a un enfant qui est plutôt dans le mental, voilà, il y a beaucoup de pensées,
L'esprit est pollué par des pensées répétitives, des ruminations mentales. Bon, ben ça, du coup, ben, ça peut être compliqué pour se concentrer. Donc, White Chestnut, à cet endroit-là, il va ramener de la clarté mentale. Et voilà. Et puis après, ben, on pourra vous parler, je peux vous parler d'autres fleurs en fonction de vos questions. C'est bon? Oui, Donc, Sarah, tu enchaînes avec le prochain type. exactement. Juste un petit mot sur le type dont tu viens de parler, sur le type inattentif. C'est bien sûr que c'est le moins visible. Il est moins visible que les autres types, donc il peut passer un petit peu inaperçu, surtout chez les filles, parce que les filles, elles vont arriver à se fondre dans la masse, et souvent quand même, il est très couramment vu chez les filles. Un autre Alors, type, c'est les... juste, Oui. euh, parce que bah voilà, l'enfance, c'est quand même, voilà, c'est un univers créatif, voilà. Attention, ne faisons pas de raccourcis c'est pas parce que votre enfant, c'est un petit créateur où il a souvent la tête dans les nuages, il est dans la lune, qu'il porte un TDAH, hein. Voilà. Donc le deuxième type, c'est le type hyperactif, impulsif, prédominant. Donc, comme son nom l'indique, il est caractérisé par une agitation qui est constante, peut se lire à la fois sur le plan corporel, mais aussi sur le plan mental, avec des difficultés à contrôler ses impulsions, hein. Il y a un défaut d'inhibition chez la personne porteuse de TDAH. Donc, rester calme, c'est une difficulté. Ne pas bouger, c'est une difficulté. Donc, on imagine ce que ça représente pour un enfant qui doit rester assis en classe. Il va s'entendre dire arrête de bouger et reste à ta place. Il aura besoin de se lever, il aura besoin de marcher, il aura besoin peut-être de courir et de sauter. On peut donc observer cet excès d'énergie qui sera difficile à canaliser, à moduler. Et donc, ça va pousser cette personne-là à être en activité permanente, trouver des activités aussi stimulantes. Chez les jeunes enfants, ce type-là est souvent dépisté. Alors, l'hyperactivité et ce besoin impérieux là de bouger avec cette tension physique et nerveuse, on peut l'accompagner avec la fleur de l'impatience. Pour toutes ces personnes aussi qui veulent aller très vite, hein, il faut que ça bouge, il faut qu'on fasse des choses parce qu'on s'ennuie aussi rapidement. On se rappelle de toute la problématique du circuit de la récompense. Et donc, elles auront tendance à passer aussi très rapidement d'une activité à l'autre, et accepter un rythme aussi différent du leur, ça peut être difficile. Eh bien, la fleur de l'impatience va aider ces personnes-là à être un peu plus tolérants vis-à-vis de ces rythmes différents, et à aller vers une forme de détente à la fois physique et psychique. Et une autre fleur qu'on propose beaucoup par rapport à ce type-là, c'est la verveine, qui présente cet excès d'enthousiasme, cette énergie débordante qui va surpasser plein de choses, qui peut aussi avoir des personnes qui peuvent avoir tendance à vouloir convaincre absolument que leur façon de voir et leurs opinions sont justes. Et tout ça, ça va les agiter beaucoup. La verveine va permettre d'apporter une forme de modération à tout ça, faire en sorte aussi du coup que les messages passent mieux et canaliser cette énergie débordante. Et puis, ce sera un petit peu moins épuisant aussi pour les personnes qui sont dans cette dynamique. Par rapport à l'impulsivité, par rapport à ces réactions rapides, en lien plutôt au défaut d'inhibition qu'on trouve chez les personnes qui ont un TDAH, vous savez, cette façon de couper beaucoup la parole, d'interrompre, de prendre des décisions un petit peu hâtives. Voilà, tout ce qui va démontrer cette impulsivité. On peut la canaliser avec l'impatience dont je viens de vous parler, et aussi, entre autres, avec le prunus, avec Cherry Plum, ces personnes qui ont toutes ces pulsions et qui peut-être doutent aussi de ne pas pouvoir se maîtriser. Eh bien, le prunus Cherry Plum va permettre de retrouver le calme et puis la maîtrise de soi dans tous ces moments où on se sent un peu au bord de l'explosion, ou en tout cas dans nos actions impulsives. Apaisement et calme intérieur retrouvé grâce à la fleur du prunus. Voilà, encore une fois, il y en aurait d'autres, mais on essaye de faire au plus simple. JB. Ouais. Et donc, en fait, bah, pour finir, il y a le troisième type, ça s'appelle mixte.
Donc, c'est très simple, en fait. C'est le plus courant qui est diagnostiqué. Et en fait, ce type-là va présenter des difficultés attentionnelles, une agitation physique et des comportements impulsifs. Et donc, là, du coup, il y a moult fleurs qu'on pourrait préconiser. Voilà. Le troisième, Hein? oui. Le troisième type, je vois une question. Le troisième type, c'est le type mixte ou le type combiné. Oui. Les deux, c'est-à-dire impulsivité et inattention. Oui, on voulait faire un petit focus sur Walnut. Tout à l'heure, on l'a juste évoqué. Les personnes qui ont un TDAH ont du mal avec les changements. Ils ont aussi besoin de se sentir sécurisés. Donc, le noyer, ça peut être vraiment, donc Walnut, ça peut être vraiment une fleur intéressante pour notamment les hypersensibles, hein, qui peuvent être justement particulièrement sensibles aux influences extérieures. Donc, lorsqu'il y a des phases d'adaptation avec des nouvelles routines ou des stratégies nouvelles qu'on veut mettre en place, alors qu'elles soient sur le plan alimentaire, qu'elles soient sur un plan plus de la routine du quotidien, hein, je pense aux enfants où il est important pour eux d'avoir des routines, ça les sécurise et puis ça permet de garder un fil conducteur. Eh bien, ça peut être intéressant d'accompagner tout ça avec le noyer qui va aider à s'adapter dans tous ces moments où les repères changent. Et c'est aussi intéressant par rapport à une autre réalité. Je pense là encore aux enfants. C'est souvent des enfants qui se suradaptent. En réalité, à l'école, ils se suradaptent parce que ils sont dans un environnement dont le fonctionnement ne colle pas vraiment au leur et à ce dont ils auraient besoin. Donc, le noyer va les aider à finalement s'adapter plus facilement sans que ce soit trop douloureux. Et puis, en même temps, JB nous disait tout à l'heure, il y a beaucoup de changements neurochimiques, notamment quand on est sous traitement. Donc, le noyer peut aussi accompagner tout ça. Donc, ça peut être une fleur intéressante à proposer. Le remède d'urgence, JB? Ouais. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que non, il n'y a pas de composé TDAH. Donc, arrêtez d'envoyer des mails à Virginie Lucet pour lui demander si elle commercialise le composé numéro 90. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Donc, il n'y a pas de composé TDAH. Voilà, on était parti sur ça. Si vous avez du pognon et que vous voulez dépenser votre pognon, achetez la fameuse préparation 90 dans laquelle on ne sait pas ce qu'il y a. Voilà, donc si vous avez envie de perdre de l'argent, faites-vous donc plaisir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que deux TDAH ne seront pas les mêmes. On a vu qu'il y avait plusieurs types. Et puis, en fonction des personnalités, ça ne va pas s'exprimer de la même façon. Et en fonction de l'âge, non plus. Mais, du coup, si vous avez des enfants et que vous voulez déjà commencer à expérimenter les fleurs, le composé d'urgence peut être une alternative. Excusez-moi, Jean-Baptiste. Oui. Virginie, est-ce que l'enregistrement est activé? C'est bon, c'est ce que je suis en train de regarder, c'est OK, j'ai vu le message, merci beaucoup Daria. Voilà, merci Jean-Baptiste. C'est bon. OK. Donc, ça peut être des premiers pas. On peut faire à nos enfants leurs premiers pas avec le remède d'urgence. Donc, le remède d'urgence, pour ceux qui ne savent pas, c'est le seul composé qui a été mis au point par le docteur Bach et qui est une synergie en fait de 5 fleurs. Clématis, qu'on a vu tout à l'heure pour la déconnexion. Rock rose pour les états d'effroi, de terreur, de panique. Impatience, qu'on a vu aussi tout à l'heure avec Sarah, pour l'agitation physique, une agitation intérieure aussi, et cette difficulté pour respecter le rythme des autres. Star of Bethlehem pour le chagrin, la tristesse, les chocs, les séquelles des chocs. Et j'ai dit les 5. Oui.
Ok. Voilà. Alors, donc, l'avantage, c'est que c'est tout prêt. Donc, c'est une synergie qui est toute prête. Pour l'utilisation, c'est hyper simple. Pur ou dilué, on aura exactement les mêmes résultats. Dans le sens où, donc ça, c'est un principe avec les fleurs, en fait. Que vous utilisez des fleurs pures ou diluées, vous aurez les mêmes résultats. Donc, par souci d'économie et pour éviter le gaspillage, on va préférer l'utilisation diluée. Évidemment que si je rencontre une situation d'urgence émotionnelle et que je n'ai pas d'eau à m'apporter, eh ben, j'attends pas parce que si j'attends, c'est trop tard. Donc, dans ces situations-là, j'utiliserai le produit pur. L'idée, c'est d'en prendre 4 gouttes ou de pulvérisation et de réitérer autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention d'un mieux-être. Voilà. En tout Ouais. cas, un apaisement. Ça, c'est vrai que c'est une chose que les gens ne font pas parce qu'ils n'ont pas les conseils en pharmacie pour ça. C'est que le rescue, ce qui est important et les fleurs de bac de manière générale, c'est la répétition qui fait l'efficacité. Et donc, les gens, ils prennent 2 pchits et ils pensent que c'est tout. Mais en fait, quand dans un moment de stress intense, il faut les prendre de manière répétée à quelques minutes d'intervalle, des fois. Mais voilà, c'est important de prendre plusieurs prises. Une prise, voilà, des fois, ça suffit pas, quoi, en fait, hein. C'est ça. Mm. Voilà. Avec, et donc, comme son nom l'indique, composé d'urgence. Donc, c'est dans des situations d'urgence. En aucun cas, on fait un travail de développement personnel ou un travail sur soi euh, avec le composé d'urgence. J'utilise le composé d'urgence momentanément dans des situations de crise. Et si je me prends en flagrant délit d'une consommation excessive de remèdes d'urgence, deux cas, soit je relève de la psychiatrie, soit, et c'est le deuxième cas le plus commun, soit j'ai besoin d'autres fleurs qui seront beaucoup plus spécifiques en fait. Donc, en première intention, je peux gérer la crise avec le remède d'urgence, mais ça peut être largement insuffisant. Et donc, du coup, à un moment, il va falloir que j'aille disséquer un peu mes émotions et voir qu'est-ce qui est problématique et de prendre les fleurs adaptées aux émotions que j'aurais identifiées. Voilà. Oui, la méthode du verre d'eau, effectivement, ça permet de renouveler les prises. On reste sur cette même efficacité, mais ça permet de les prendre plus régulièrement. Et pour illustrer ce que tu dis, Jean-Baptiste, on peut utiliser le remède d'urgence, par exemple, lorsque c'est l'heure des devoirs et que l'enfant TDAH a beaucoup de mal à s'y mettre et qu'on est dans la crise parce que c'est trop compliqué de se contenir. Ça, c'est un exemple. Je poursuis, JB? Ouais, c'est bon. Juste un petit focus sur l'enfant. Je vois que l'heure tourne. Je vais essayer de faire très court. Chez les enfants, le problème, c'est que les étiquettes, elles sont souvent trop vite posées. Que pour les enfants, c'est très difficile du fait de leurs besoins intrinsèques, c'est très difficile de rester en position statique toute la journée à l'école. On sait que jusqu'à même 10 ans, hein, ça peut être difficile. En plus, les espaces dans les classes sont souvent assez limités. On sait aussi qu'ils ont une capacité d'attention qui a une limite dans le temps, mais la manière dont l'enseignement se passe en France, peut-être n'est pas toujours bien raccord avec ces besoins-là. Donc, il ne faut pas, parce qu'un enfant a du mal à se concentrer pendant des heures, tout de suite lui coller l'étiquette du TDAH. Encore une fois, dans les pays du Nord, au Danemark par exemple, on parle pas de ça. Le mot hyperactivité, par exemple, c'est pas un mot qu'on emploie parce que les activités justement sont adaptées. Toutes les 30 minutes, ils vont et on va les laisser bouger, on va se lever, on va être peut-être plus proche de leurs propres besoins. Donc il y a la nature même aussi de l'enfant qu'il faut considérer. Et après, oui, il y a des dépistages qui peuvent se faire. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a à peu près 4% des enfants scolarisés qui sont touchés par ce trouble. Une prépondérance pour les garçons, parce que c'est souvent le type impulsif qui est prédominant chez les garçons. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être le voir mieux. Les filles se suradaptent, donc voilà, il y a peut-être un petit sous-diagnostic, mais on voit avec le temps que eh bien, on arrive à un ratio qui est plus faible que ce qu'il était. On est à 3 garçons pour une fille, là où on était à 5 garçons pour une fille. Il y a, dans les années 80, c'était encore un peu ça. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec
d'autres fleurs dont on voulait vous parler, qui sont en lien plutôt avec l'estime de soi. Je suis très sensible à ce que vivent les enfants. C'est vrai aussi pour les adultes, bien sûr, mais l'enfant, il va avoir toute la journée des remarques du type arrête de t'agiter, tu es insupportable, tu ne sais pas tenir en place. Je ne vous raconte pas tout ce qu'il peut y avoir aussi sur l'écriture ou sur ce genre de choses. Et il va pouvoir très vite finalement identifier ce qu'il est avec ses remarques. Et finalement, on va le confondre avec son trouble. On ne va peut-être même plus l'appeler par son prénom et on va le désigner comme ah, c'est celui qui a le TDAH. C'est affreux. C'est affreux pour sa construction. Il est en plein développement et c'est affreux pour l'estime de lui-même. Donc, je crois que un de nos premiers leviers à nous qui accompagnons les enfants, mais encore une fois, c'est vrai aussi pour les adultes, hein, c'est d'aller travailler sur cette estime de soi, sur comment l'enfant se considère, comment aussi l'adulte peut se considérer. Et donc, il y a beaucoup de fleurs qui pourraient être en lien avec ça, mais le mélèze, par exemple, l'arche, va pouvoir accompagner cette tendance à se dévaloriser, à se sentir peu confiant à l'endroit de ses capacités, de ses compétences. On va avoir tendance aussi à se comparer aux autres. Elle va nous aider à oser entreprendre sans craindre le résultat et puis aussi découvrir notre potentiel et s'appuyer sur ce potentiel. Le pin sylvestre aussi peut accompagner celui ou celle qui va se juger, s'auto-juger et être dur avec soi. Là où, voilà, on va avoir tendance, peut-être aussi dans notre société, à trop marquer ce qui ne va pas. Et le pin sylvestre va nous aider à avoir un regard plutôt bienveillant avec nous-mêmes et à nous accepter parfaitement dans nos imperfections aussi. J'ai vu circuler le mot de honte, oui, parce que je suis complètement d'accord, et ça c'est en lien avec l'estime de soi, hein. Quand on va entendre toute la journée tu es nul, tu comprends rien, ce genre de choses, oui, on peut avoir vraiment une image hyper dégradante de nous, et dans ce cas-là, le crabapple, le pommier sauvage, peut être un allié de choix pour aider à remettre un sens des proportions dans tout ça. Et très intéressant aussi le pommier sauvage lors de l'adolescence, là où il y a aussi plein de changements de repères qui s'opèrent. Je pourrais en citer plein d'autres, mais je sais que le temps nous est compté. JB, si tu veux prendre la suite. Ouais, je suis là. On pourrait parler des difficultés d'apprentissage. Par exemple. Donc on a vu que comme l'attention est compliquée, la concentration aussi, et que la modulation et la régulation des émotions aussi, et en situation d'apprentissage, forcément ça va avoir des impacts. Surtout qu'en plus on voit à l'imagerie cérébrale que les zones du cerveau, surtout préfrontales, ne s'activent pas de la même façon quand on est dans l'exécution de tâches, quand on a un TDAH. Et je ne parle pas de dyslexie, même si les dyslexies peuvent être une comorbidité au niveau du TDAH. Voilà, bon, de façon générale, en fait, il va y avoir un impact sur les apprentissages en général. Donc, on peut penser à Chestnut Bud, qui est par excellence la fleur de l'intégration, de l'assimilation. Voilà, on a répété plusieurs fois à l'enfant et on lui a expliqué la différence, par exemple, entre le son peu et le son be, mais malgré ça, en fait, il refait sans cesse les mêmes erreurs. Du coup, à cet endroit-là, pour assimiler, intégrer, quand on ne tire pas des leçons des expériences du passé, Chestnut Bud peut nous aider. Il y a une autre fleur aussi, moi, que je trouve vraiment hyper intéressante. Alors, du coup, on sort un peu du référentiel du docteur Bach et on se rapprocherait plutôt du référentiel du docteur Orozco. C'est Scleranthus. Scleranthus, dans le référentiel de Bach, en fait, par rapport à cette indication, normalement, on la donnerait pas en première intention.
pour accompagner les troubles de l'apprentissage. Et pourtant, si on s'intéresse à la transpersonnalité de la fleur, eh ben, elle est hyper intéressante. Quand on travaille dans le référentiel de Bach, Scléranthus nous aide quand on a de la difficulté pour choisir. On contacte la dualité à l'intérieur de nous. On hésite, oui, non, rouge ou jaune. Et du coup, on n'arrive pas à faire de choix. Il y a une espèce, pour moi, dans l'expression de Scléranthus, il y a une espèce de division. Si on envisage le corps en deux hémicorps divisés par une ligne médiane, en fait, du coup, on est aussi sur une division au niveau des deux hémisphères cérébraux. Et aujourd'hui, on sait avec les neurosciences que les deux hémisphères cérébraux, quand on est en situation d'apprentissage, doivent fonctionner, doivent coopérer en fait pour être sûr que les informations passent d'un hémisphère à l'autre via le corps calleux et pour que l'ensemble du corps soit distribué en énergie. En fait. Scléranthus peut permettre de rétablir en fait cette reconnexion des deux hémisphères cérébraux. Il y a d'autres techniques, par exemple le cross-scroll, qui est un outil de branding, de la kinésiologie, qui va consister avec mon coude gauche d'aller toucher mon genou droit et d'inverser comme ça, avec des mouvements croisés. Ça, en fait, ça permet à mes deux hémisphères cérébraux de se reconnecter, de travailler ensemble. Voilà pour. Après, il y a plein d'autres fleurs, mais Scléranthus, Chestnut Bud. Après, voilà, si l'enfant il est vraiment distrait, voilà, les bruits, il n'arrive pas, voilà, s'il y a du bruit, il décroche. À ce moment-là, on pourrait donner Walnut pour le protéger des influences extérieures et du coup, on peut donner aussi Clématis pour le ramener dans le temps présent. Bon, et puis après, travailler sur l'estime de soi, c'est hyper important. Et si on s'inspire et si on revient un peu à la méthode Barclay, ce qui est hyper important quand on accompagne un enfant, c'est de pointer du doigt tout ce qui fonctionne chez lui, tout ce qu'il arrive à mettre en place. Voilà, avec peut-être une récompense à la clé pour activer et mettre en équilibre ces circuits dopaminergiques. Voilà, ça va, Sarah? Ça va très bien. Je lis avec beaucoup d'émotion certains commentaires de parents qui ont leurs enfants qui sont amenés à dire des choses terribles par rapport justement à l'estime d'eux-mêmes. Moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. Et vraiment, quand j'accompagne ces enfants de profils différents, on parle du TDAH ce soir, mais on pourrait le dire pour d'autres enfants aux profils différents, vraiment l'estime de soi, je pense que c'est la première chose une des premières choses à laquelle il faut s'intéresser, parce que on ne fait que pointer du doigt ces difficultés, parce que c'est souvent des enfants qui ont une prise en charge très importante avec un nombre très important de rendez-vous, les psychomotes, les ergos, les psychos et plein d'autres choses encore. Et du coup, tout au long de la journée, ils ne font ils n'entendent que ce qui ne va pas en fait. Et donc, ils sont un problème et ils sont identifiés à ce problème. Et donc, moi, j'ai à cœur aussi de les inviter à mettre en exergue toutes les belles choses qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et dans la formation qu'on propose avec Jean-Baptiste, c'est aussi vraiment ça qu'on voulait mettre en avant, se dire qu'une des meilleures stratégies, c'est certainement de nous voir autrement. Voilà, je m'écarte du sujet, mais je pense que c'est vraiment hyper important. Après, on avait plein d'autres choses à évoquer dans les difficultés par exemple relationnelles que peuvent vivre les personnes qui ont un TDAH. Donc là, pareil, pas de recette toute faite, mais l'intérêt c'est de voir quel type de profil on a en face de nous. Est-ce que ce sont des gens qui ont plutôt un profil introverti? Dans ce cas-là, on ira peut-être vers Mimulus pour si notamment il y a une difficulté dans les situations sociales, dans la nouveauté aussi, les personnes plutôt timides. On pourra peut-être aller vers Centauri si là on a affaire à quelqu'un qui a des difficultés à s'affirmer,
à poser son nom et à tenir compte de ses besoins. Et puis, on peut avoir d'autres profils, des profils plus extravertis. J'ai vu passer quelques commentaires sur des enfants notamment qui ont peut-être un petit trouble de l'opposition avec provocation, peut-être. Dans ce cas-là, la fleur de la vigne peut, entre autres, ce n'est absolument pas la seule, mais pour aider lors de ces tendances plutôt autoritaires et dominatrices qui peuvent, tout ça pouvant créer des tensions relationnellement parlant, elle peut aider à développer un leadership beaucoup plus bienveillant, moins dans la tension, plutôt dans la confiance. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie dans certains profils extravertis. Donc le ou notamment pourrait être un allié. Puis dans le profil plus hésitant, on pourrait aller vers le mélèze dont on a déjà parlé tout à l'heure afin d'aider à appuyer sur ce potentiel-là. Voilà en quelques mots. Quelqu'un parle des profils anxieux. Oui, on retrouve beaucoup d'anxiété chez ces enfants, chez ces adultes, d'où le grand besoin de routine pour sécuriser le quotidien. Donc là, c'est intéressant de voir comment se manifeste cette anxiété. De quoi on parle exactement? Est-ce qu'on va aller vers, par exemple, vers Rock Rose, si ces peurs sont des peurs paniques qui vont même aller jusqu'à bloquer pour entreprendre des choses. Elle va nous aider à retrouver une espèce de courage héroïque pour se dépasser. On pourra aller vers le tremble aussi, si donc Aspen, si là c'est davantage une espèce d'angoisse diffuse sans qu'on puisse vraiment nommer ce qui pose problème. Elle aidera à retrouver une forme de sécurité intérieure et de tranquillité aussi. Ça peut vraiment être intéressant à essayer. En tout cas, le trouble anxieux chez l'adulte, c'est une des comorbidités les plus associées au TDAH. Alors là, Isabelle, je suis 100% d'accord avec toi. Combien de fois on entend dire « Ah bah il est TDAH. Ah bah c'est celui qui est TDAH. » Non, il a un TDAH, il est porteur d'un TDAH, mais il n'est pas un TDAH. Non, il n'est pas TDAH. Ça encore, juste comme ça, dans le langage courant, ça sous-entend que on est juste assimilé à notre trouble, sauf qu'on est bien plus que ça. Juste, est-ce que je peux répondre à Guylaine? Vas-y. Guylaine, elle a un collègue de travail qui vient d'être diagnostiqué TDAH à 51 ans. Je le trouve toujours triste. Une fleur peut l'aider à contacter un peu de joie. Tout dépend du bien. Qu'est-ce qui fait quelle est la cause de sa tristesse? Il n'y a pas une fleur pour la joie. L'hypersensibilité et TDAH, non, c'est pas la même chose. L'hypersensibilité n'est pas un trouble neurodéveloppemental. Mais beaucoup de TDAH ont une hypersensibilité. Il y a beaucoup de troubles, d'autres troubles que l'on peut associer, qui sont souvent présents avec un TDAH. Des troubles 10, le HPI, alors je précise que le HPI n'est pas un TND, ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement. L'hypersensibilité n'est pas un trouble du neurodéveloppement non plus, c'est important de faire la distinction. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres troubles qui peuvent être associés au TDAH. Le TOP aussi qu'on a mentionné un petit peu tout à l'heure. J'enchaîne et puis on est sur la fin, mais on a trouvé important de vous parler des addictions. C'est bon, Sarah? Oui, vas-y, bien sûr, vas-y. Bon, tout à l'heure, quand on vous a décrit le TDAH, en fait, on vous a parlé du circuit de la récompense immédiate. C'est-à-dire, voilà, quoi, quand je m'engage dans une action, en fait, il faut que j'ai une récompense à la clé et il faut qu'elle soit assez rapide. Mais comme je ne recapture pas la dopamine, ça c'est compliqué. Alors du coup, je vais chercher, je vais me mettre dans des situations où je vais me mettre au contact d'un objet, d'un produit en fait, pour mobiliser ça en fait et ressentir du plaisir. Donc ça se met en place assez tôt et surtout au moment de l'adolescence. En plus, l'adolescence, c'est quand même une période qui est
hyper importante dans le développement de la personne, avec sur le plan hormonal, voilà, souvenez-vous de la vôtre. Et du coup, on peut relever des conduites à risque et des tendances addictives. Aujourd'hui, ce qu'on note de façon flagrante, c'est l'addiction au sucre et l'addiction aux écrans pour les enfants. Après, ça peut être d'autres formes d'addiction, hein. Et chez l'adulte, très souvent, c'est les achats compulsifs ou la cocaïne, ou en tout cas un produit stimulant. Ouais, le Red Bull, n'en parlons pas. Toutes les boissons, alors bon, c'est compliqué, hein, mais tout à l'heure on parlait de conseils en alimentation. Effectivement, s'il y a un aliment qu'il faudrait éradiquer chez l'enfant, surtout s'il porte un TDAH, et ben c'est tous les sucres raffinés en fait. Mais bon courage. Ouais, il faut trouver des alternatives et c'est pas forcément simple. Après, moi, je suis pas contre l'utilisation des écrans parce que il faut que les ados et les enfants vivent dans leur temps. Et aujourd'hui, le digital et le numérique, ça fait partie de leur paysage. Mais par contre, il faut vraiment contrôler la consommation d'écran et surtout pour parler d'hygiène, parce que le sommeil peut être impacté chez l'enfant TDAH, surtout quand il y a un traitement médicamenteux. La Ritaline retarde le sommeil et impacte la qualité du sommeil. On ne dort pas très bien quand on prend de la Ritaline. Du coup, c'est d'arrêter la consommation des écrans, des lumières bleues, en fait, au moins 1 heure avant le coucher. Voilà, ça, c'est un conseil que... voilà, donc vite fait, hein, moi, j'ai consommé beaucoup de cocaïne. Et puis, bon, j'ai réussi à décrocher. Il faut dire que j'ai évolué dans un milieu qui était vraiment propice à ça, puisque j'ai été dans le milieu du spectacle. Mais la première fois que j'ai pris de la Ritaline, j'ai ressenti exactement les mêmes effets que la cocaïne. Alors, c'est pas aussi violent, hein, évidemment, mais du coup, une espèce d'énergie qui monte en fait, et avec du plaisir en plus de la satisfaction avant d'avoir commencé le truc. Et ça, c'est génial. Parce que quand tu portes un TDAH, tu ne ressens pas ça. Tu n'as pas le plaisir quand tu commences le truc. Et du coup, j'ai réussi et c'est ça que m'a permis la cocaïne pendant toutes ces années en fait, de pouvoir faire les choses jusqu'au bout, quoi, comme tout le monde, et de ne pas arrêter en route pour commencer autre chose et arrêter en route pour commencer encore une chose et encore une chose et encore une chose et finir ma journée avec 18 000 trucs commencés mais pas achevés et l'angoisse parce que rien n'a été fait, un sentiment d'insatisfaction profonde et surtout voilà quoi, demain ma journée elle va commencer avec devoir tout finir, tout ce que j'ai commencé, que j'ai laissé en plan, sauf que c'est complètement impossible. Voilà. Merci pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a des questions concernant les fleurs? Alors, juste, c'est vrai que Sarah, elle a répondu au fur et à mesure. Quand même, voilà. L'addiction, c'est, voilà, il faut pas prendre ça à la légère. C'est-à-dire que, donc, avant même, donc, quand j'ai rencontré mon psychiatre, que j'ai fait tous les tests et tout ça, donc, et que je lui ai parlé de mon passé de cocaïnomane, j'ai dû consulter pendant 6 mois un addictologue, voilà quoi, pour être sûr que j'ai fait aussi un bilan cardiaque, pour être sûr que voilà que je supporterai
la Ritaline, en fait. Donc voilà, donc attention, l'addiction peut nécessiter d'un accompagnement médical avec des spécialistes. Bien sûr qu'on peut aider avec les fleurs, il y en a plein. Hein. Cherry Plum pour l'impulsion, Chestnut Bud parce que ça se répète, Clématis aussi parce que ben voilà, hein, ce qu'on recherche, et ben voilà, quand on consomme un produit, c'est que ben, la réalité, elle nous voilà quoi, hein, elle nous convient pas vraiment, donc ce qu'on va chercher, ben, c'est partir ailleurs. Voilà, et oui, et ça on en parle dans la formation et dans le e-book aussi qu'on a écrit avec Sarah qui s'appelle TDAH, fleur de bac et pas que. Il y a beaucoup d'ados qui portent un TDAH qui ont un profil aigre-moine. Et quand on connaît les fleurs, on sait que le tempérament aigre-moine peut avoir un terrain ou est sujet, en fait, à la mise en place de comportements éthiques. Voilà. Mais juste, je finis là-dessus. Il y a une nouvelle molécule qui vient de sortir. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait que le chloridate de méthylphénidate, donc la Ritaline, le Concerta, Mitinet ou Quasime. Aujourd'hui, voilà, on nous dit que c'est une nouvelle molécule, pas du tout. Hein. Ça fait 40 ans que cette molécule est prescrite au Brésil, par exemple. C'est le lisdexamfétamine, c'est une amphétamine, donc c'est pas la même classe pharmacologique que la Ritaline. Pour l'instant, donc c'est mis sur le marché, mais c'est pas remboursé. On est à 90 € la boîte de 28 gélules. Donc moi, pour vous dire, par rapport à mon dosage de Ritaline, il faudrait que j'en achète 5 boîtes. Donc c'est tout simplement pas possible. Pour l'instant, les médecins n'ont pas d'indication par rapport à la prescription. Donc ils prescrivent un peu comme ça à l'aveugle pour voir. Le seul truc qui peut être intéressant avec ces médicaments, c'est que il y a certaines personnes qui ne répondent pas à la Ritaline. C'est-à-dire que quand ils prennent de la Ritaline, c'est pire. Donc du coup, ils prennent pas de Ritaline. Donc là, il y aurait une alternative chimique qui est celle-là. Et on a observé en fait que ça pouvait permettre de ne pas mettre en place de comportements addictifs et aussi une addiction. Ça pouvait l'éradiquer. Je sais pas si je suis très clair, mais aujourd'hui, en fait, en France, il n'y a aucun médicament de substitution pour la cocaïne, alors qu'il y en a, par exemple, pour l'héroïne, le Subutex. La Ritaline est à l'étude au Canada, en fait, et ça pourrait être un substitut de la cocaïne. Donc, en fait, c'est ce qu'on pense, mais on pense ça encore plus du lisdexamfétamine. Voilà. Le nom du médicament, c'est la molécule, c'est lisdexamfétamine. Et le nom du médicament, c'est Xurban. Attendez. J'en profite le temps que tu cherches pour répondre à quelqu'un qui demande. Xurta. Tu peux l'écrire, JV, s'il te plaît, dans le chat? Tu arrives à l'écrire? Parce que moi, je ne sais pas comment ça s'écrit, donc je ne vais pas me permettre. Ah voilà, ok, super. Merci. Juste quelqu'un demande si on peut guérir du TDAH. Non, en fait. C'est un trouble du neurodéveloppement. Hein, donc, vraiment, on sait que dans la structure cérébrale, il y a des choses qui ne sont pas chez quelqu'un qui n'aurait pas ce trouble-là. Par contre, c'est très intéressant de dépister ça tôt pour pouvoir mettre en place des stratégies compensatoires et qui vont permettre de très bien vivre avec cette différence. Et moi, je sais que là, ça y est, le temps est terminé, écoulé, mais je voulais juste dire que c'est aussi intéressant de penser, et important de penser aux parents, aux accompagnants, parce que eux aussi, leurs émotions peuvent être mises à rude épreuve pour des tas de raisons. Donc, on peut se sentir aussi débordé, hein, complètement dépassé par tout ça. La fleur de l'orme, elle me peut accompagner pour y voir un petit peu plus clair et arriver à prioriser, à s'organiser. On peut être aussi sous le choc d'un diagnostic. Hein, l'étoile de Bethléem va nous aider, par exemple, à traverser ce moment. Donc, les parents aussi, vous pouvez
vous rapprocher des fleurs pour vous sentir soutenu. Juste, là, il y a des questions par rapport à la cause. La cause du TDAH, c'est 80%, c'est héréditaire. Après, oui, la prise de stupéfiants ou d'alcool pendant la grossesse peut engendrer un TDAH. Et il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées. Oui, la fatigabilité, bien sûr, parce qu'il y a une surstimulation, parce qu'il y a souvent des prises en charge, comme on l'a dit tout à l'heure, mais tellement importantes, souvent même pas la place d'activité extrascolaire pour les enfants. Donc, la fleur de l'olivier peut aider à soutenir notre vitalité. Et oui, il y a souvent les parents qui découvrent leur propre TDAH à travers leurs enfants. Et en guise de conclusion aussi, ce qu'on voulait dire, pour laisser la place aux questions, c'est que là, oui, on parle de tout ce qui ne va pas, de toutes les difficultés, de ces enfants, de ces adultes qui sont porteurs. Mais peut-être que la meilleure des stratégies, c'est aussi de mettre la lumière sur tout ce que ces personnes ont comme richesse, une créativité, une innovation débordante, l'hyperfocalisation, parce que oui, on peut avoir du mal à se concentrer, mais par contre, quand ils sont dans des domaines qui les intéressent fortement, eh bien, ils vont être hyper focus, ils ont une énergie, un enthousiasme qui peut vraiment faire du bien et qui peut être porteur. Ils ont en effet une grande sensibilité, une grande empathie, ça c'est certain. Et ils sont très rapides et très réactifs. Et ça aussi, c'est vraiment une richesse. Donc peut-être que déjà, si on démarrait par là, on aurait une autre perception et je pense qu'on insufflerait aussi un autre message à ces personnes qui sont porteurs d'un TDAH, mais ce serait vrai pour d'autres atypies aussi. Toutes les différences. Et oui, merci de finir sur ces choses positives. Bon, alors la réunion était prévue de jusqu'à 9h30. Là, on est à 10h. Vraiment, j'ai peur que ça coupe. Enfin, je sais pas si ça va couper ou pas, parce que je l'ai Non. programmé jusqu'à 10h. Donc, je voudrais pas qu'on soit coupé, qu'on se dise pas au revoir, en tout cas. On a quand même répondu aux questions au fur et à mesure dans le chat, hein, de toute manière, parce que j'ai vu que ça a défilé. Et puis, du coup, Sarah, toi, tu avais un œil dessus. Il nous reste 2 minutes. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. En tout cas, il y aura donc un document qui va vous être envoyé, donc le carnet de vol, où il y aura justement toutes les informations sur les e-books que proposent Sarah et Jean-Baptiste, où il y a toutes ces infos, vous retrouverez toutes ces infos, et les formations, les ateliers de formation qu'ils donnent. On mettra les dates, les liens, etc. Vous retrouverez tout ça dans ce document. Voilà, c'est juste pour vous aussi, au cas où on est coupé, que vous ayez les infos. Donc, vous ne manquerez rien. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut répondre rapidement? Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous remercient, c'était super. Bah, merci à vous, hein, d'avoir été là, d'avoir posé des questions, d'avoir animé ce débat passionnant, D'être resté jusqu'au bout. d'être resté jusqu'au bout. D'avoir positivé votre gentiane et de n'avoir pas abandonné l'info. Tout à fait. Oui, il y a quelqu'un qui redemande si on peut guérir du TDAH. Donc la réponse est non, mais on peut quand même très bien vivre avec et puis trouver des stratégies qui vont compenser. Et encore une fois, encore mieux vivre avec si on arrive à se voir autrement aussi. Voilà, ne pas rester seul avec ça, hein, c'est toujours l'invitation aussi, hein, de se faire aider, voilà, que ce soit en tant que parent, que voilà, c'est voilà, de se prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et les fleurs de bac, c'est cette invitation à trouver un temps d'écoute avec une personne qui est formée à ça, et puis de repartir avec quelque chose qui est fait sur mesure à l'instant T, dans ici et maintenant, comment je me sens. Donc voilà, c'est le beau message des fleurs, c'est de prendre soin de nous et puis de traverser tout ce que la vie nous amène à vivre de manière plus sereine. Merci Et on pour ce remercie Madame partage Villeger pour son intervention et pour le partage du jacuzzi. jacuzzi et tout ça, quoi. C'était super. Bon, merci à On n'a pas tous. eu l'adresse du jacuzzi. Ça aurait été cool quand même d'avoir l'adresse de ce super jacuzzi, quoi, quand même. Bah, rendez-vous Merci en à tout cas la semaine prochaine, hein. Même heure, même lien pour ceux qui nous ont suivis ce soir, comme ça c'est plus simple. Voilà, on sera avec Marie-Ange Lobjoie pour l'autisme. Donc on continue notre traversée et nos escales avec les 38 fleurs de bac à bord. Et vous tous à bord. Merci pour tous. Bye bye. Ciao, à la semaine prochaine. Bye. Au revoir.